Ça fait un bon bout de temps que je répète que ce mandat de Donald Trump présente deux opportunités pour nous, Africains. Mais comme je vois que vous, les décideurs, vous êtes plutôt enclins à traîner des pieds, je vais aujourd'hui vous expliquer les dangers que représente pour l'Afrique le retour du milliardaire aux manettes à Washington. Peut-être que vous serez alors un peu plus attentif à ce que je dis et à l'urgence à laquelle nous sommes confrontés. Il s'est récemment passé deux choses importantes du côté du continent américain qui nous impactent directement ici, en Afrique. D'une part, le 2 février, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est rendu à Panama City pour rencontrer le président du pays, José Raúl Mulino, et lui dire, les yeux dans les yeux, que conformément à ce que Donald Trump a annoncé lors de son discours d'investiture, les États-Unis allaient récupérer de gré ou de force la gestion du canal de Panama. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je fais un petit retour historique. Un traité signé le 18 novembre 1903 octroyait aux États-Unis la concession du futur canal ainsi que le contrôle perpétuel d'une zone de 16 kilomètres l'entourant. Les signataires étaient John Hay, le secrétaire d'État de Theodore Roosevelt, et Bruno Varilla, un ingénieur et un homme d'affaires français escroc sur les bords. Alors, comment un Français qui n'a pas la nationalité panaméenne peut-il signer un traité au nom d'un pays indépendant depuis 2 semaines? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'en 1903, le Panama était une province colombienne. Et en 1878, la Colombie avait octroyé à une société française dirigée par Ferdinand de Lesseps, l'ingénieur du canal de Suez, l'autorisation de construire un canal et de l'opérer pour 99 années. Cependant, ce fut un fiasco complet, l'un des plus grands échecs de l'histoire des grands travaux d'ingénierie, lors duquel plus de 20 000 de nos frères antillais, ramassés en Guadeloupe, en Martinique et en Jamaïque et employés comme main-d'œuvre, sont morts à cause de conditions de travail exécrables, de la fièvre jaune, du paludisme, etc. Après une mauvaise gestion, l'échec du projet et l'explosion des coûts, la Compagnie universelle du canal interocéanique du Panama fit faillite en 1889. Philippe Bruno Varilla, qui en était le chef de division Pacifique, a repris des parts importantes de la société qui en a hérité des actifs et qui s'appelait la Compagnie nouvelle du canal de Panama. Il est alors devenu un ardent avocat de la reprise du projet par les États-Unis. Mais la Colombie était fermement opposée à cette idée. Les États-Unis qui avaient obtenu Porto Rico, Guam et acheté les Philippines, parce que oui, déjà à l'époque, les territoires s'achetaient pour 20 millions de dollars à l'issue des 4 mois de la guerre hispano-américaine en 1898, voulaient contrôler un passage entre les océans Atlantique et Pacifique. Alors, les Américains et leurs serviteurs français Bruno Varilla ont soutenu financièrement, logistiquement et militairement les sécessionnistes de la région. Vous voyez que leurs sales habitudes remontent à loin et n'ont pas changé jusqu'à nos jours. Il faut bien comprendre que pour les États-Unis, sortir 20 millions de dollars ou même 1000 milliards de dollars, ça ne leur coûte rien. C'est du vent puisqu'ils ont la planche à billets. Et c'est ainsi que le 3 novembre 1903, les sécessionnistes déclarèrent l'indépendance du Panama, bien protégée par la marine américaine. Une indépendance sous haute surveillance, comme le chante si bien le grand frère Alpha Blondy. Et 15 jours plus tard, le secrétaire d'État américain et l'agent français des Américains, qui n'avaient pas été mandatés par les Panaméens, ont signé le traité Néomain du 18 novembre 1903. Selon cet accord, la société de Bruno Varilla raflera 40 millions de dollars, tandis que le Panama, lui, devra se contenter de 10 millions de dollars après la signature et un forfait de 250 000 dollars par année à partir de la mise en service du canal.
Pour que vous puissiez bien visualiser l'entourloupe, il faut que vous sachiez que le revenu net généré par le canal en 2024 était de 3,45 milliards de dollars. Les États-Unis construisaient le canal pendant 10 ans, de 1904 à 1914, puis l'exploitèrent pendant 85 ans jusqu'au 31 décembre 1999, quand la propriété du canal a été officiellement transférée au Panama suite à une renégociation qui a abouti aux accords Torrijos-Carter signés en 1977 et qui prévoyaient la fin de la mainmise et du contrôle perpétuel des États-Unis. Le Panama est donc en théorie libre de gérer le canal comme il veut, tant qu'il garantit qu'il est ouvert à tous les navires du monde. Sauf que Donald Trump, lui, voit pas la chose de cette façon. Marco Rubio l'a clairement fait savoir au président panaméen. La position actuelle d'influence de la Chine sur le canal de Panama, qui en est le deuxième utilisateur après les États-Unis et qui gère 2 ports dans la région, représente une menace aux yeux de Washington, ainsi qu'une pseudo-violation du traité concernant la neutralité permanente du canal de Panama, ce qui est évidemment absolument faux et farfelu. Mais face à la menace directe et immédiate de se voir envahir par les États-Unis, le président du Panama a annoncé le non-renouvellement des accords bilatéraux qui unissaient son pays à la Chine dans le cadre de la Belt and Road Initiative depuis 2017 et qui avait apporté des infrastructures conséquentes au pays. Pour ceux qui ne le savent pas, la politique étrangère des États-Unis est basée sur 3 piliers. On a d'abord la doctrine Monroe de 1823 qui stipule que l'intégralité du continent américain, du Canada jusqu'au Chili, est la chasse gardée des États-Unis. Ensuite, on a le corollaire Roosevelt qui vient durcir la doctrine Monroe en 1904 en établissant que les États-Unis ont un droit d'intervention préventif et militaire dans les affaires internes des pays de l'Amérique latine en cas de mauvaise gestion. Et enfin, on a le NSSM 200, plus connu sous le nom de rapport Kissinger, sur lequel j'ai fait toute une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne et qui définit à partir de 1974 le contrôle des ressources stratégiques et des alliances mondiales. Alors vous me direz, mais en quoi cela nous concerne-t-il en Afrique? Eh bien, si la politique internationale de Donald Trump venait à redéfinir les bases d'un nouvel ordre mondial, les États européens pourraient envisager de reprendre pied sur le continent africain qu'ils considèrent comme étant leur création historique. En effet, les noms des pays, des capitales, des rues, des fleuves, des lacs, des forêts, des montagnes sont pour la plupart le fruit de la cartographie coloniale européenne. Petits exemples. Si vous ne le savez pas, depuis le XVe siècle, les colons successifs avaient baptisé les différentes zones de du golfe de Guinée selon les ressources qu'ils y trouvaient. Ce qui est aujourd'hui la Sierra Leone ou le Libéria, c'était la côte du poivre ou la côte des graines. Ce qui est aujourd'hui le Ghana, c'était la côte d'or. Toute la partie Bénin, Togo, Nigeria, c'était la côte des esclaves. Oui, oui, c'était une ressource, c'était l'or noir de l'époque. Ils ont tous changé de nom depuis lors, sauf un seul pays qui a gardé fièrement son nom d'esclave, la Côte d'Ivoire, sans surprise. Je ne parle même pas de l'autre pays qui a conservé son nom colonial de crevette du côté de l'Afrique centrale, le Cameroun, ou l'Afrique du Sud qui a gardé son nom de destination, ou bien la capitale du Congo, Brazzaville. Il y a encore beaucoup de boulot pour décoloniser les têtes de nos pseudo-élites. N'oublions donc pas de remercier les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Mobutu Sese Seko, Mswati III, Robert Mugabe, Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et consorts. De même, de nombreuses infrastructures telles que les chemins de fer, les routes et les ponts ont été bâtis sous domination européenne. Dans la logique de Trump, qui consiste à dire que puisque c'est nous qui avons construit, on peut revenir à tout moment car ça nous donne des droits éternels, les puissances européennes pourraient soutenir que l'indépendance accordée aux anciennes colonies a été une erreur, tout comme la rétrocession du canal au Panama signée par Jimmy Carter en 1977 a été une erreur selon Donald Trump.
Elle pourrait dénoncer une situation où des acteurs comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres pays qui n'ont jamais participé à ces investissements initiaux tirent aujourd'hui profit de territoires façonnés par l'Europe, tandis que les puissances créatrices en sont évincées. Arguant que les droits acquis durant la période coloniale restent légitimes au regard du nouvel ordre mondial émergent impulsé depuis Washington, l'Europe, en reprenant la main sur l'Afrique, cherchera à restaurer son influence, à financer sa relation avec l'hégémon américain qui l'attrape économiquement par les bijoux de famille, à freiner l'avancée économique et infrastructurelle du Sud global en général et de la Chine en particulier, et à stopper les flux migratoires qu'elle perçoit désormais comme une menace démographique et identitaire et non plus comme une ressource. Et ne vous y trompez pas, Trump ne sera pas contre. On le sait depuis son premier mandat, il n'en a rien à foutre de l'Afrique. Et la politique économique d'affaiblissement et d'essorage de l'Union européenne et des pays occidentaux qu'il a mise en place depuis un mois va contraindre ces derniers à devoir chercher de quoi payer les États-Unis tout en essayant de freiner leur propre dégringolade. Leur seule solution, le retour violent et permanent en Afrique pour lequel ils obtiendront très facilement la validation de Donald Trump. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. En effet, j'aborde maintenant le deuxième événement qui s'est produit. Le 7 février, le shérif de la Maison-Blanche a signé un décret s'ingérant de façon ostentatoire, raciste, suprémaciste et impérialiste dans la vie politique et législative sud-africaine. Il s'oppose vivement à la nouvelle loi d'expropriation adoptée par le Parlement sud-africain en janvier, qui permet à l'État de saisir des terres sans compensation financière dans des cas spécifiques d'intérêt public, notamment pour corriger les inégalités foncières héritées de l'apartheid. Afin de contraindre l'Afrique du Sud à revenir sur cette disposition, qui aurait d'ailleurs dû être implémentée dès la chute du système en 1991, mais aussi pour la punir de son action en justice contre Israël et pour sa place dans les BRICS, Trump a décrété la suspension de l'aide américaine. Il menace de bannir l'Afrique du Sud de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, qui permet depuis l'an 2000 aux pays éligibles d'exporter 6 500 produits vers les États-Unis sans payer de droits de douane. Et avec une attitude raciste pleinement assumée, Trump offre le statut de réfugié aux États-Unis, aux Afrikaners, c'est-à-dire aux descendants blancs des colons Boers. Mais je vais vous dire sincèrement, ce n'est même pas l'acte de Trump qui me choque le plus. C'est le silence des autres États africains et des institutions régionales et continentales face à cette tentative de revival de l'apartheid en plein jour. Au moins, quand Trump a annoncé qu'il allait arracher le Groenland au Danemark, les Européens ont fait corps pour protester. Mais chez nous, en Afrique, rien. Silence, bouche cousue. Et c'est ce manque de solidarité, couplé à une inaction chronique, qui permettra aux colons d'hier de revenir en force sur notre continent. Ils ne cachent même pas leurs intentions. Si vous êtes abonné à mes réseaux, vous avez vu les vidéos sur ma chaîne YouTube ou mes publications sur Twitter, sur Telegram, sur Facebook, sur Instagram. Si vous ne l'êtes pas, faites-le maintenant. Formez-vous et réinformez-vous surtout. Je vais enchaîner sur une image. Les Européens se retrouvent aujourd'hui au milieu d'un fleuve, alors que la pirogue dans laquelle ils sont assis prend de l'eau. Ils ont deux options. Soit ils continuent pour aller vers celui qui a fait le trou dans la pirogue et qui les attend là-bas avec un gros fusil braqué sur eux, ou alors ils rebroussent chemin et retournent vers là où ils avaient d'abord volé la pirogue. Le calcul dans leur tête est très vite fait. Parce que ce qu'ils ont fait une fois, ils peuvent le refaire
une deuxième fois. D'autant plus que celui qui a fait le trou dans la pirogue là leur dit que si c'est pour retourner là-bas là, c'est OK pour moi et je vais même vous aider en tenant en joue les gars d'en face pendant que vous nagez. Pour l'instant, pendant que les gars sont en train de revenir vers nous avec des intentions belliqueuses, tant il s'agit pour eux de leur survie, nous, on est là, sur la plage, à danser, à chanter, à boire, à chercher garçons ou à chercher femmes, à dormir, à prier. Certains sont même déjà en train d'organiser des groupes de danse traditionnels, des banderoles, des fleurs pour accueillir les nageurs. Au lieu de nous préparer à la guerre, d'affûter nos armes, d'aller en fabriquer de nouvelles, d'en commander d'autres, de monter des barricades, d'élaborer nos stratégies de défense et d'attaque, de conclure des alliances, d'organiser nos villages et nos armées, non seulement pour frapper les nageurs, mais aussi pour tenir en garde le type au fusil de l'autre côté du fleuve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Vous avez vu le cardio qu'il a fallu avoir pour juste les 30 premiers jours de la présidence de Trump? Je vous le redis une énième fois, les 4 prochaines années sont une occasion en or pour nous émanciper, pour cimenter notre souveraineté et pour décoller vers le progrès. Mais pour cela, il faut agir et il faut agir vite. Il faut travailler ensemble. Il faut harmoniser nos intérêts économiques. L'AES nous donne un exemple, mais nous devons avoir une politique commune de l'or, une politique commune du pétrole, du gaz, de l'uranium, pour ne donner aucun moyen aux puissances étrangères de jongler et de nous dresser les uns contre les autres. On sait que les Occidentaux et même les Orientaux ont besoin du lithium, de cobalt, d'uranium, d'or, de pétrole, de terres rares. Mais nous aussi, nous avons besoin de routes, d'énergie à bon marché, de chemins de fer, de compagnies aériennes, de compagnies maritimes. Nous devons garder une partie de nos ressources pour développer nos pays et nos industries. Et ce que nous avons en surplus, nous pouvons le vendre aux gens du dehors, mais ils doivent aller les attendre sur les marchés là-bas et non pas financer l'instabilité et une guerre entre le Congo et le Rwanda ou le terrorisme au Sahel, au Nigeria et au Cameroun pour venir les voler chez nous à moindre coût avec l'aide de laquais et de collabos locaux. Vous savez, on m'a souvent demandé ces derniers temps de faire une vidéo sur la situation dans les Grands Lacs. Je ne le fais pas parce que ce soit Kagame ou Tshisekedi, ils sont tous les deux dans la même bêtise. Au lieu de s'asseoir et de parler qu'au développement, ils sont là avec leurs supporters à s'insulter, à se tuer à propos de trivia comme la tribu, comme la langue parlée, la taille du nez, ces autres bêtises que vous ne pouvez de toute façon pas changer puisque vous êtes nés avec. La Chine a très vite compris qu'il était dans son intérêt d'entraîner ses voisins avec elle dans le développement et de les faire bénéficier de ses progrès et de ses immenses richesses. Toutes les ressources du Congo ne sont pas exclusivement au nord Kivu, au sud Kivu ou dans l'Ituri. Qu'est-ce que les jouisseurs qui sont au pouvoir à Kinshasa ont fait pour développer celles qui ne sont pas dans une zone de guerre? Qu'est-ce qui empêche la RDC de s'asseoir avec le Rwanda, avec l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et même le Kenya et de développer une politique commune du coltan, du cobalt, du tungstène, du niobium, d'ouvrir des usines communes, des compagnies maritimes communes, des raffineries communes, de développer des centres d'excellence? Je vous le dis et je vous le répète encore une fois, si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps, si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement, si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, non pas à travers l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC qui sont des instruments complètement gangrénés au service de l'extérieur, mais à travers de nouvelles institutions, alors les 4 prochaines années là seront les plus risquées
et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. On voit tous comment, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, les Européens n'ont même plus voix au chapitre sur les choses qui se passent chez eux. Mais vous, les dirigeants africains, vous les laissez venir décider ce qui doit se passer chez nous. Vous êtes même comment? Ils sont esclaves comme nous et vous les laissez se comporter en maîtres avec nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous?